Allez les amis, on va démarrer. On attend Essan et c'est parti. Hop. Aujourd'hui c'est Essan qu'on a les gars. Je pense que ça va être très très intéressant avec notre ami Essan. On va passer un bon moment. C'est un pur coach de bodybuilding qui est très connu en plus en France, c'est très respecté. Donc ça va être intéressant. Salut les amis. Ça va être un super partage avec lui. Encore une fois. Je pense que ça va être top. Donc j'attends qu'il y ait un peu de monde qui se connecte. Donc désolé ceux qui verront cette vidéo sur YouTube, mais bon là les lives en fait sur Instagram. Oui j'ai vu. Salut les amis. Donc ceux qui verront la vidéo sur YouTube, donc à chaque fois, j'attends malheureusement, vous avez vu, j'attends que tout le monde se connecte et après derrière je lance la vidéo. C'est pour ça qu'à chaque fois vous avez 5 minutes entre le moment. Ça dépend, je fais pas de live tous les soirs, mais de temps en temps j'en fais. Donc là vous voyez par exemple je réponds à des questions. Mais en ce moment ouais, j'en fais pratiquement tous les jours. Demain je sais pas si j'en ai un de prévu. Vendredi je serai sur le live de Rémi Physio, qui m'a invité sur son live pour parler un peu de préparation physique. Et ça en est là, je l'ai vu. Allez hop, on est parti. Hop, affiché. Et ça va démarrer les gars. Le magnifique, il est magnifique. Écoute-moi, il y a un truc qui est sûr et certain et ça m'attend. Je me cale parce que t'as une beubare, mon pote. C'est que je pense qu'il y a un combat, parce que Larry Vinette, mon préparateur, il est magnifique aussi. Il y a un combat en beauté entre tous les deux, entre toi et mon préparateur Larry. Mais sauf qu'il n'a pas ton âge, il a 50 ans. Bah, il est plus beau. Bah, forcément, il est plus expérimenté, il est plus mature, donc rien n'est plus beau que la maturité. Donc moi, je cède. Voilà, j'ai perdu le combat. Bon, mais t'abandonnes ton titre. C'est pas grave. Bon, tu referas ta défense de titre plus tard, c'est pas grave. Bon, les amis, alors, je vais juste te présenter un peu Essan, parce qu'il y a beaucoup de combattants, beaucoup de préparateurs physiques qui nous suivent, beaucoup de rugbyman, et des fois, il y en a certains qui ne te connaissent pas, les gens de la muscu te connaissent tous. Donc Essan, en fait, c'est un coach de bodybuilding, et c'est un des seuls entraîneurs réellement que je suis, parce que ce qui m'a énormément intéressé chez lui, ce qui m'a plu dans sa pratique, en fait, c'était l'investissement humain qu'il avait envers ses athlètes. Et ça, c'est ça qui m'a bluffé parce que c'est des écoles que malheureusement on n'apprend pas forcément quand on est dans un cursus de formation ou même sur le terrain. Il y a des gens qui pourront coacher toute leur vie et qui n'auront peut-être pas cette capacité à prendre en charge l'individu, à cibler ses forces, à cibler ses faiblesses et après à essayer d'y répondre avec une périodisation ou une programmation adaptée pour lui. Et c'est ce que fait très bien Essan, c'est qu'il a ce côté humain et surtout ta force, Essan, c'est qu'on a envie que tu nous coaches. Même moi, j'aimerais que tu me coaches. Donc voilà. Donc en fait, il va se présenter, il va vous expliquer un peu son parcours, mais c'est quelqu'un qui est extraordinaire et que même son parcours de vie reflète en fait, tout simplement, sa pratique d'aujourd'hui en tant qu'entraîneur. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc là, je parle pour les gens qui te suivent à toi, j'ai une salle de MMA et de CrossFit à côté de Montpellier, à Palavas-et-Flots. J'ai passé un master à l'INSEP, donc vous connaissez, qui est à Paris, et je prépare des footballeurs, des combattants et des rugbyman professionnels, beaucoup d'athlètes dans diverses disciplines. Et j'ai combattu dans toutes les disciplines. Voilà. À toi, Essan, qui es-tu? Écoute Clément, je te remercie énormément pour ton invitation. Ça me fait énormément plaisir, toujours, de partager, de passer du temps avec les vrais passionnés dont tu fais partie. Et merci aussi pour tes compliments, ça me va droit au cœur. Je m'appelle Essan, j'ai 35 ans, je suis préparateur physique, coach sportif à la base bien sûr, et préparateur physique pour ceux qui font du bodybuilding. Donc, pour vous parler un peu de mon parcours sportif, j'ai commencé très jeune en Iran.
J'avais 9, 10 ans et je suis tombé, si vous voulez, amoureux du karaté, Kyokushinkai. Et bon, on n'avait pas vraiment le choix, quoi, tu sais, entre le foot, et karaté, ping-pong, des petits trucs où dans ma petite ville natale en Iran on faisait, bah, fallait faire le choix. Et moi, j'étais un garçon surexcité, pas très calme, on va dire. Et du coup, bah, le choix a été fait de manière très naturelle. Du coup, j'ai choisi le karaté. J'en ai pratiqué pendant pratiquement, on va dire, bah, avant que je vienne en France, donc jusqu'à mes 17 ans presque. Pendant 6 7 ans, j'ai eu une évolution plutôt bien, on va dire, parce que j'ai commencé au bout de 2 ans de faire des compétitions régionales, après nationales aussi. Ensuite, en France, le temps de s'installer, d'apprendre la langue, d'essayer de commencer les études parce que c'était pas facile, l'inscription à l'école, etc., comme j'avais plus de 16 ans. Et du coup, pendant un an pratiquement où je me suis pas vraiment entraîné, j'habitais à Melun, il y avait un petit parc en bas de la maison. Du coup, je m'entraînais un petit peu là-bas, tu vois, mais rien de sérieux. Et à ce moment-là, mon père, qui était en Iran avant nous, qui était en France avant nous, part en Iran pour la première fois depuis qu'il était venu en France. Et là, en revenant, il avait filmé mon cousin qui s'était lancé dans le bodybuilding. Et en regardant la vidéo, je suis tombé amoureux des posings, de comment il faisait, etc. Et ça m'a rappelé aussi, parce qu'en Iran, on en pratiquait un petit peu, mais pas sérieusement, tu vois, en ce qui me concerne. Et je me suis lancé dans la musculation et avec le temps, bah, j'ai fait des compétitions, je suis devenu coach sportif et ensuite, ça fait 3 ans maintenant que je prépare des athlètes pour du bodybuilding. Alors, en ce qui concerne, je ne sais pas si on doit parler aussi du palmarès. Oui, bien sûr, Pour, vas-y, dis. Hein. alors, en ce qui concerne le palmarès, euh, tu sais, cette expression dernier venu, premier servi, je suis venu un peu en dernier parmi les préparateurs et aujourd'hui en France, je suis le préparateur le plus titré. En termes de médailles et ensuite bah, j'ai fait quelque chose qui n'a jamais été fait en France, c'est-à-dire décrocher 5 cartes pro en 5 mois avec des athlètes qui ont commencé le bodybuilding et leur première compétition avec moi. Donc voilà le parcours à peu près et ça continue, j'espère Et encore. toi, tu as fait des compétitions également de bodybuilding. Alors moi j'ai fait des compétitions en Iran bien sûr, j'en ai Mhm. fait aussi une en France et, euh, et donc voilà quand tu sais c'est un peu la plupart si tu veux la plupart des préparateurs au moment qu'ils font de la compétition ils ne savent pas si un jour ils feront de la préparation. Mais moi, Mhm. quand j'ai décidé de faire de la compétition, c'est parce que j'étais persuadé que c'est ce que j'avais envie de faire. Et faire de la compétition était une partie importante de mon apprentissage. C'est pour cela que je dis toujours impossible d'être un bon préparateur si on n'a jamais fait de compétition. J'en connais aucun, en France ni à l'international. Je connais des préparateurs qui font de la préparation physique en bodybuilding qui n'ont jamais fait de compétition, mais quand tu regardes le parcours, le palmarès, c'est pas très garni, tu vois. Donc C'est voilà. non, c'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, là, quand j'ai monté ma structure, je combattais encore. Donc j'avais 23 ans, donc il y a Mhm, 13 ans. Et j'ai de suite vu que j'étais plus fait pour l'enseignement que pour que la compétition. Tu vois, je me suis dit, je n'étais pas spécialement doué, tu vois, mhm, mais j'étais un acharné de travail. Et le fait d'être un acharné de travail, ça m'a forcé
à apprendre des autres et ça m'a forcé à apprendre diverses méthodes d'entraînement pour après derrière les transférer sur mes élèves en fait, tout simplement leur retransmettre ce que mes pères m'avaient légué et ce que j'avais appris avec les autres. Alors ce qui est intéressant, c'est que toi aussi tu l'as découvert, ça je savais pas, tu vois, je connaissais pas ton parcours comme ça, et je savais pas que tu avais compris ça si tôt parce qu'effectivement, souvent ce qui se passe, c'est que c'est plutôt une reconversion des athlètes de haut niveau qu'on voit et qui se jettent dans le coaching en fait de préparateurs de body malgré eux, hein, parce que comme tu dis, ils n'avaient pas prévu. Ils arrêtent leur carrière, ils ne savent plus trop quoi faire et on vient les solliciter et on leur demande comment tu as fait, par exemple pour faire Olympia, comment tu as fait, et c'est comme ça qu'après qu'ils se lancent. Et je reste convaincu, hein, même dans les sports de combat, je pense que même si on n'a pas été un champion, il faut quand même avoir goûté un minimum à la compétition, même si c'est régional, hein, mais pour comprendre les problématiques dans lesquelles nos athlètes vont se retrouver et dans l'état émotionnel dans lequel aussi également ils vont se retrouver le jour J. Tu as tout dit. Tu as mis l'accent sur le mot le plus important qui est l'émotion. C'est-à-dire que pour avoir pratiqué un sport de combat qui est le karaté Kyokushinkai, qui est très très dur, extrêmement dur et épuisant, donc et avoir goûté aussi au bodybuilding. Le bodybuilding, c'est le sport le plus, franchement, en termes de mental, le plus difficile. Les sports de combat également, mais ce qui en termes d'émotion, on peut comparer ces deux sports ensemble, tu vois. Et ce qui dit l'émotion dit l'adrénaline. Qu'est-ce qui dit émotion dit transmission d'un flux nerveux. Qui dit émotion dit l'explosivité. Donc tout ça, c'est très important. Et aujourd'hui, quand tu es préparateur physique, pour pouvoir transmettre une émotion, dans un premier temps, il faut que tu l'aies vécu, cette émotion. C'est très logique. C'est-à-dire que tu dois comprendre qu'un athlète, à ce moment-là de la préparation, parce que plus on avance dans la préparation, plus les situations sont différentes, plus la gestion de stress est différente, plus la situation change, évolue au fur et à mesure. Et c'est impossible de pouvoir comprendre, ressentir ces émotions-là, ces différentes étapes-là, si tu n'es pas passé par là. C'est impossible. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la plupart des coachs, on va dire, avec des palmarès intéressantes qu'on voit, c'est pas forcément des coachs qui ont gagné de l'Olympia ou ils ont peut-être une palmarès extraordinaire. On peut les comparer aux coachs en foot. Aujourd'hui, les meilleurs coachs dans l'histoire du football, c'est pas forcément ceux qui ont eu le Ballon d'Or ou qui étaient des grands joueurs. Mais voilà, ils ont expérimenté, ils ont parcouru ce chemin, ils comprennent, ils arrivent à ressentir ce que la personne ressent. Et c'est ça qui permet d'emmener un athlète le plus loin possible. Après, le plus loin, c'est subjectif aussi, parce que voilà, quand on se fait juger dans le bodybuilding, c'est pas pareil que le fight. Ouais, bien sûr. Le bodybuilding, tu juges un physique, la beauté, et même s'il y a des règles, mais en fin de compte, tu juges l'aspect esthétique. Donc, ça reste parfois subjectif. Et c'est pour cela que quand je dis le plus loin possible, je ne parle pas de la médaille, je ne parle pas du podium. Moi, aujourd'hui, j'ai des athlètes pros, j'ai d'autres athlètes qui ne sont pas pros, mais j'ai exactement les mêmes estime et considération pour les deux, parce que les sacrifices restent les mêmes, les efforts restent les mêmes. Et après, pour moi, ça reste des champions, parce qu'à chaque fois, ils vont jusqu'au bout. Après, le résultat peut changer, peu importe. Mais le plus important, encore une fois, c'est d'aller jusqu'au bout. Donc voilà. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais non, mais c'est clair que quand je fais la comparaison entre le bodybuilding et les sports de combat, la plus grosse différence que j'observais, en fait, c'était le bodybuilding, c'est obsessionnel. Tu sais, on en avait déjà parlé. C'est-à-dire que ça va vraiment empiéter sur ta vie privée, le bodybuilding. Parce que tu n'as que deux effets de levier dans le bodybuilding. Tu as ta préparation et tu as ta diététique. Tout ce qui l'englobe. D'accord. Dans les sports de combat, c'est totalement différent. Par exemple, moi, j'ai eu des combattants qui mangeaient n'importe quoi, mais qui arrivaient à performer. Et qui mangeaient n'importe quoi à l'année. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une charge d'entraînement qui était considérable, ils s'entraînaient plus que les autres. Ils avaient plus de talent que les autres, parce que la part de talent dans les sports de combat,
est un facteur déterminant. Ils avaient pris Comme le la mental. génétique dans le bodybuilding, on peut Voilà. comparer. Mais il y avait le facteur mental également qui faisait une différence notable le jour de la compétition. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on avait des combattants qui performaient à l'entraînement, mais qu'ils n'arrivaient pas à transférer le jour J dans la cage ou sur le ring, par exemple. En bodybuilding, si tu arrives que tu es prêt, tu es prêt. Même si ton posing, tu peux, certes, passer à côté de ton posing, mais si tu as un physique extraordinaire, on peut le voir, ton physique. Alors qu'un combattant, moi j'ai vu des combattants être bien meilleurs que leur adversaire, mais s'effondrer mentalement, tu vois. Et surtout, ce qui se passe, c'est que c'est un bodybuilder qui me l'a fait remarquer, je trouve ça très intéressant, c'est que le bodybuilding, c'est le seul sport, et on a réfléchi, mais on ne trouve pas, c'est le seul sport qu'en fait, tu vas t'entraîner dans une discipline, mais tu ne vas pas réaliser ce que tu fais à l'entraînement le jour de la compétition. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a rien à voir. Tu t'entraînes toute l'année, et en fait, le jour où tu te présentes, tu t'entraînes pas. Tu fais pas du développé couché, tu fais pas du leg curl, tu vois. Alors que nous, quand on pratique, ben, le jour de la compétition, on reproduit ce qu'on fait toute l'année. Et ça, c'est un paradoxe quand même. C'est un paradoxe, c'est incroyable quand tu réfléchis bien. Bien sûr. C'est ça, c'est pour ça que la musculation, est-ce qu'on peut considérer ça comme un sport quand ça touche le bodybuilding? J'ai envie de te dire, c'est bien plus que ça, tu vois. Malheureusement, aujourd'hui, tu sais, la musculation, c'est une pratique qui est vraiment à part. Elle peut être très constructive pour la vie de chacun, comme elle peut être destructive. Moi, je peux te donner des exemples des gens qui ont pu s'en sortir à travers le bodybuilding, la musculation. J'en fais partie parce que grâce à ce sport, j'ai pu me battre, j'ai pu être discipliné, j'ai pu me renforcer mentalement et surtout, j'ai réussi à mettre en pratique dans ma vie de tous les jours ce que le bodybuilding m'a apporté. La détermination, le travail, l'acharnement, la patience, l'honnêteté. Parce que tu as parlé de la diète, de la régularité. Tout ça, c'est de l'honnêteté. Être honnête avec soi. On n'a rien à prouver à personne. Le plus important, c'est toi-même. Si tu es honnête avec toi-même, si tu es en accord avec ta conscience, tu l'es avec le reste. Tu es avec tout le monde. Donc tout ça, personnellement, le bodybuilding a été une école de vie pour moi. Vraiment. Et du coup, j'ai eu de la chance d'avoir choisi la bonne direction. C'est-à-dire de me servir de tout ce que ce sport magnifique m'a apporté pour avancer dans ma vie. Mais j'en connais plein aussi qui ont choisi la mauvaise direction, c'est-à-dire ce sport les a dépassés. Ils ont mis tout dedans. Ils ont joué, ils sont partis un peu loin en ce qui concerne leur santé. Ils ont tout mis dans le bodybuilding. Ils ont arrêté de construire en parallèle pour le bodybuilding. Ils ont fait que construire leur physique en oubliant leur esprit. Donc ça, c'est la mauvaise direction. Mais bon, on peut tous choisir la bonne direction dans la musculation. C'est exactement ce que moi j'essaye de transmettre, de montrer à travers mes vidéos YouTube ou mes posts Instagram. Et pour moi, le bodybuilding, c'est le sport le plus magnifique au monde. C'est la pratique la plus noble au monde. Parfois, c'est dommage qu'il soit dénigré comme ça. Mais franchement, c'est bien au-delà d'un sport. C'est toute une vie. Ah, mais je te le dis, moi, mon père, tu sais, je t'avais expliqué, ça fait 35 ans qu'il fait de la musculation. À la base, il vient de la boxe. Et c'est un fervent défenseur du bodybuilding. Et tu vois, tu parlais de dénigrer, ben, c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'allais y venir. Aujourd'hui, on a une grosse problématique dans le monde de la préparation physique en France. C'est qu'il n'y a pas. Alors, je te parle de la préparation physique, on va dire, entre guillemets, athlétique, donc pour les sports, pour les autres disciplines. Je ne parle pas pour le bodybuilding. En fait, tout le cursus universitaire, en fait, ils ont passé toute leur existence à dénigrer la musculation. Et les pratiquants de bodybuilding en disant c'est de la gonflette, c'est pas transférable en fait au terrain. C'est pas transférable au mouvement sportif. Donc ils n'ont pas eu d'interaction en fait avec les bodybuilders pour parler de performance. Ils les ont laissés de leur côté et ils ont fait eux leurs travaux de l'autre. Après est arrivé le CrossFit. Le CrossFit a promu les mouvements polyarticulaires, donc a fait la promotion. Qu'est-ce qu'ils ont fait les préparateurs physiques? Beaucoup d'entre eux se sont cachés derrière les mouvements polyarticulaires en disant vous voyez, on n'a pas besoin d'aller voir les mecs de la musculation
parce qu'on fait des soulevés de terre, on fait des épaules jetées et on fait des développés militaires, ce qu'il y a, c'est qu'ils parlent toujours d'intermusculaire, mais ils parlent jamais d'intramusculaire. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que là où les bodybuilders sont les meilleurs au monde, c'est pour recruter son muscle. Et c'est sur la biomécanique du mouvement humain qu'ils sont les plus forts. Parce que ça fait 100 ans que le bodybuilder essaye toutes les stratégies possibles et inimaginables pour développer leurs muscles, en limitant la casse au maximum. Et en plus de ça, quand je suis arrivé à l'INSEP, ce qui m'a le plus surpris, c'était pas les entraînements, c'était pas la préparation physique en soi. Il y avait des mecs qui étaient brillants, il y avait des mecs sur les techniques de course et tout, ils étaient exceptionnels. Mais c'était sur les approximations qu'ils avaient au niveau de la supplémentation. Personne ne connaissait strictement rien. Limite, la créatine, c'était un produit dopant. Et au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire que deux facteurs qui sont indispensables aujourd'hui à la performance de haut niveau étaient complètement négligés, car considérés en appartenance en fait avec le monde du bodybuilding. Et ça, je trouve que c'est terrible. C'est terrible. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'aujourd'hui, le bodybuilding, comme tu dis, c'est un sport dénigré. Les responsables du milieu, quel que soit leur niveau, c'est-à-dire les préparateurs en bodybuilding, ceux qui font du contenu sur bodybuilding, etc., bah, ils en sont responsables parce que aujourd'hui, aux yeux des gens, un mec qui fait du bodybuilding, c'est un mec qui connaît pas grand-chose, quoi. Il se pique, il s'entraîne, il grossit. Et malheureusement, bah, c'est pas un mec qui fait de la muscu, même s'il est bon, même si c'est un bon préparateur, qui va parler du bodybuilding. Parce qu'aujourd'hui, les gens, la crédibilité de chacun, c'est quoi? La crédibilité de chacun, en fait, il faut une raison sociale qui va donner du crédit à ce que tu dis. Tu peux être un très bon préparateur physique, mais aux yeux des gens, si tu n'as jamais fait du bodybuilding, si tu n'as jamais préparé un athlète, bah, tu n'es pas censé de parler du bodybuilding. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que c'est à nous, les professionnels du milieu, du bodybuilding, de parler justement du côté technique, de la biomécanique, de l'anatomie, de la morphologie, etc., etc. Mais aujourd'hui, les professionnels de milieu dans le bodybuilding, c'est rare que tu vois un préparateur physique qui va te parler de l'anatomie, qui va te parler de la biomécanique, qui va te parler de la biochimie même. C'est très important. C'est très rare. Donc tout ce qu'aujourd'hui on a, tout ce qui est les mouvements de CrossFit, etc., ça vient du bodybuilding. Mais bien sûr. Ce sont eux, c'est les mecs du bodybuilding, des vrais passionnés qu'ils ont cherché à comprendre et à mettre en pratique. Mais on leur vole un peu la vedette parce que voilà, c'est des gens qui ne savent pas se mettre en avant. Et aux yeux de tout le monde, un bodybuilder, bah, c'est un mec qui se pique, il est ingrat, il a rien dans la tête, et puis voilà, quoi. Il comprend pas grand-chose de toute façon. Et tu vois, il y a un exemple flagrant. En ce moment, il y a pas mal de préparateurs physiques qui parlent de Brett Contreras. Je sais pas si tu vois c'est qui le mec qui fait travailler les fesses là. Brett Contreras, ce préparateur américain. Tu sais, il fait travailler que les fesses. Il met en avant le hip thrust et tout. Je sais pas si tu l'as vu, il fait beaucoup de vidéos YouTube. Bon bref. Et c'est un mec, en fait, on s'est aperçu qu'il avait récupéré des programmes de Georges Farah pour les fessiers. Et comme lui, il a un doctorat, et bien en fait, il les a retravaillés, il a mis ses photos et il a repris les entraînements des fessiers de Georges Farah. Mais en fait, tu vois, c'est un mec qui après fait du marketing, donc il s'est retrouvé avec 900 000 abonnés sur Instagram, et il fait travailler. En fait, il fait plus faire de squat, en gros, sa philosophie, il fait plus faire de squat aux filles, il a fait faire que des hip thrusts, que des mouvements, en fait, de musculation qui sont utilisés par les bodybuilders. Mais comme lui, il a un cursus universitaire, et bien en face, les préparateurs physiques qui ont un cursus universitaire comme moi, par exemple, et bien ils vont le prendre en exemple. Alors que les bodybuilders pratiquent ces mouvements depuis peut-être 60 ans. Et ont ces techniques d'entraînement depuis peut-être 80 ans. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est là où c'est tout le problème. C'est parce que ça s'adresse un peu à un public d'initiés, le bodybuilding. Je pense que c'est ça aussi. Et surtout Clément, aujourd'hui, le souci, c'est quoi? C'est que on vit dans une société que tu peux faire croire tout et n'importe quoi aux gens. Et les gens, ils écoutent un mec qui sait parler, qui va utiliser des termes techniques,
qui va répéter ce qu'il a appris et les gens, ils pensent que ce mec-là, c'est un connaisseur, il s'y connaît, etc., etc. Tu vois, par exemple, tu me parles de Georges Farah. Georges Farah, c'est un mec exceptionnel. C'est un mec déjà mentalement. Tu sais que Georges Farah, c'est un vrai guerrier. Il a pris une fois 7 ou 8 balles, il n'est pas mort. Ensuite, il a eu un cancer. Tout le monde disait que c'était terminé. Il n'est pas mort. Il a eu un deuxième cancer. Il l'a combattu encore. Et malgré ses cancers, c'était un mec avec tous ses tuyaux branchés à lui. Il allait accompagner ses athlètes dans les compétitions. C'était exceptionnel. Et tu vois, ce mec-là, j'avais tellement de... Moi, la deuxième fois, quand je me suis fait opérer l'épaule et tout ça, j'ai eu du sang accumulé, j'avais mal, etc., comme si j'avais fait un abcès. J'appelle le médecin, il ne me répond pas. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vais à l'hôpital. Je vais à l'hôpital de Melun avec mon petit frère. On attend 1 heure. À 13 heures, on doit aller à demi-finale IFBB dans le Nord. On a rendez-vous pour partir. Vers 13 heures, le lendemain, c'est la compétition. Et du coup, ça n'a rien à voir avec notre discussion, mais en parlant de Georges Farah. Et ce qui s'est passé, c'est que à l'hôpital, je reste 1 heure, on ne me répond pas. Entre-temps, le médecin, il me rappelle. Donc, elle me rappelle et tout. Je dis, voilà, j'ai essayé de vous joindre, j'ai extrêmement mal, j'ai l'impression, j'ai du sang accumulé, etc., etc. Il dit, oui, je t'avais dit de ne pas bouger et tout. Viens à mon clinique. Donc, je suis parti dans le 16e et dans le 16e, elle allait prendre son avion pour partir en Roumanie. Elle a évacué le sang sur place, mais je ne te parle pas de la douleur. Même mon petit frère, il n'a pas supporté de rester dans la chambre. Il est sorti, mon petit frère. Il pleurait tellement j'avais mal. Mais elle a fait le nécessaire et on a pris la voiture. On est parti jusqu'à Lille. Sur la route, j'avais l'impression que j'allais mourir. Et on est arrivé, il y a des vidéos à l'appui sur YouTube, etc. Et tu vois, je pensais à lui. Il m'a inspiré à ce moment-là parce que moi, ok, j'avais pas le cancer. Et donc, je suis parti pour Méga malgré ce que j'avais eu. Et parce que, voilà, en pensant à Georges Farah, ça m'a vraiment donné de la force. Je me disais, voilà, lui, il a eu le cancer, il est parti pour les gars, ça y est, moi, je me suis évacué le sang, j'ai un peu mal, mais je peux supporter. Et donc, pour revenir à notre discussion, c'est un homme exceptionnel. Il a préparé des grands... Bon, c'était pas un athlète hors du commun, mais en tant que préparateur, franchement, je me rappelle quand Kay Green, il se présentait à Olympia ou à Arnold Classic. Franchement, la condition qu'il avait, mais c'était exceptionnel. Il était préparé de manière mais magnifique. À l'époque où il préparait, comment il s'appelle, cet athlète français Lionel Bengueke. Lionel Beyeke, à l'époque au BNL, Lionel, il était à fond dedans. Il ramenait des conditions exceptionnelles. Après, c'est dur de travailler avec Lionel parce qu'il en fait un peu à sa tête. Dexter Jackson, toujours avec des conditions exceptionnelles, alors que le mec, il a presque 50 ans. Mais si tu veux, tu vas mettre, si tu écoutes les conférences de Georges Farah, quand il te parle de la musculation, de la diététique, il a un langage de terrain. Tu vois, il n'a pas un langage scientifique. Donc, tu vas mettre un mec à côté qui lui a volé son savoir, il va rajouter des expressions scientifiques, etc. Et ça décrit, on dit, voilà, à la limite, c'est même Georges Farah qui a copié son Oui, œuvre, exactement. Bien sûr. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Là, je vois des réactions ou des gens qui me disent, oui, mais tu ne peux pas combiner les deux, donc la musculation, et le MMA, etc. Donc, je vais répondre juste à ça. Les amis, je ne dis pas qu'on peut faire des compétitions dans les deux. Mais c'est des disciplines qui peuvent se nourrir de l'une et de l'autre. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là une chaîne, n'oubliez pas qu'une chaîne est jamais aussi forte que son maillon le plus faible. Si vous avez, on va prendre l'exemple typique qui arrive régulièrement, si vous avez un déficit de force au niveau des ischio-jambiers, d'accord, quand vous allez pratiquer la lutte,
que vous allez défendre en sprawl, quand la personne va attaquer vos jambes, que vous allez tendre vos jambes, c'est à ce moment-là que je vous garantis que tous les leg curls que vous n'avez pas pratiqués, vous allez peut-être les payer ce jour-là. Malheureusement, peut-être que le soulevé de terre, moi, quand je fais du soulevé de terre, que ce soit du soulevé de terre roumain, que ce soit du soulevé de terre traditionnel, que ce soit des power clean, que je fasse de l'haltéro, etc., en aucun cas, à moi, personnellement, ça ne me recrute les ischio-jambiers ou les fessiers. Je sollicite toujours que mes quadriceps, parce que c'était mon point fort. Donc, en fait, le fait de les isoler, ça apprend à mon système neuromusculaire à les recruter. Et surtout, pourquoi je vais venir les isoler? Pour prévenir les blessures que je peux avoir dans ma discipline spécifique. Alors, bien sûr qu'il y a d'autres complexités. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on s'en fout. Là, je veux juste une petite analyse. À force de s'enfermer dans ce qu'on appelle les patterns moteurs de mouvement, on appelle ça la force réflexe, c'est-à-dire reproduire les mouvements sportifs avec des charges. Grosso modo, se rapprocher de nos mouvements sportifs avec des charges en disant c'est fonctionnel. Tu n'as pas vu que maintenant, on dit fonctionnel pour tout. Maintenant, les mecs, ils disent tu fais du bodybuilding fonctionnel, tu fais de l'alimentation fonctionnelle et tu fais de la supplémentation. Maintenant, apparemment, il y aurait des protéines fonctionnelles également. Tu vois? Donc, en fait, tout le monde est fonctionnel. À force de s'entêter dans cette direction, on oublie d'augmenter son potentiel contractile, de solliciter des groupes musculaires. Et du moment que tu ne sollicites pas des groupes musculaires spécifiques et précisément, en aucun cas, tu peux les faire interagir entre eux. C'est tout simple. C'est comme ça. Tu entraînes plusieurs soldats et si tu veux qu'ils combattent ensemble, c'est pas si tu n'as qu'un soldat qui veut combattre, mais il vaut mieux en avoir 4 ou 5. Si tu pars au combat, eh bien, c'est exactement pareil, les groupes musculaires. Moi, c'était que mes quadriceps. Je parle du concret sur le soulevé de terre, les squats, etc. Je n'ai jamais ressenti mes fessiers. J'ai dû faire un travail spécifique pour mes fessiers, pour mes ischio-jambiers. Et ça, va vous l'expliquer mieux que moi. Parce que dans le bodybuilding, c'est la base de sa discipline. C'est-à-dire que lui, quand il a une personne, nous, MMA, à la rigueur, 99,9%, personne on ne va jamais s'en rendre compte quand on va lutter, quand on va faire du sol, quand on va boxer. On ne va jamais se rendre compte qu'on ne sollicite pas nos pectoraux, qu'on ne sollicite pas notre rhomboïde, qu'on ne sollicite pas nos lombaires ou notre carré des lombes. Jamais on va le savoir. Mais lui et ça, étant donné que c'est esthétique, il s'aperçoit de suite si quelqu'un a une asymétrie musculaire. Parce que toi et Sam, tu vas l'analyser et tu vas le faire travailler pour combler ses faiblesses. Et pour qu'il apprenne à recruter ses muscles. Donc oui, c'est compatible. Pas en compétition. Je ne dis pas d'être un bodybuilder professionnel, d'être un combattant professionnel. Bien entendu que non. Déjà que c'est des sports qui sont chronophages et obsessionnels. Alors si tu fais les deux en même temps, c'est pas possible. Maintenant, tu peux avoir des directions. Moi, je devais faire les championnats du monde de grappling à Los Angeles en décembre. Ça n'a pas eu à cause des grèves. Bon, maintenant, je suis parti sur une compétition de bodybuilding et après, je recombattrai en grappling. Voilà. Et tu peux jongler de l'une à l'autre. Après, c'est sûr que tu ne peux pas faire les deux en même temps. Mais détrompez-vous. La musculation, de toute façon, on est en train de produire et d'écrire là. Et bientôt, on va le sortir. Et avec des diagnostics avant, pendant et après. Avec des études scientifiques que nous-mêmes, on aura produit, qu'on aura fait valider. Et je vous garantis que les gens vont arrêter de critiquer la musculation à tout bout de champ comme ils font et de se jeter sur la moindre barre qui passe en croyant que le polyarticulaire, c'est la seule vérité. Mais on le prouvera en temps et en heure, ça. Mais ça, d'accord. Bah, écoute, rien à rajouter. Je suis entièrement d'accord avec toi. Aujourd'hui, quel que soit le sport qu'on pratique, la musculation est indispensable pour renforcer ses muscles. Et ensuite, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que on ne fait pas de la musculation pour un objectif. Enfin, les objectifs en musculation sont très vastes. Il y a des gens qui cherchent le volume musculaire, il y a des gens qui cherchent le renforcement musculaire, il y a des gens qui cherchent l'explosivité. Il y a des gens qui cherchent l'endurance, il y a des gens qui cherchent à prendre du poids, il y a des gens qui cherchent à perdre du poids. Chacun son objectif et la musculation, c'est un sport qui te permet justement d'être combiné avec n'importe quel sport, justement en ayant un programme précis qui n'est pas en contradiction avec ton sport de base que tu pratiques. Non, mais c'est exactement parce que je te dis, j'ai tellement été confronté malheureusement à ce dogme de dire que le bodybuilding n'était pas transférable au mouvement sportif. En gros, c'était ça. C'est-à-dire que quand tu faisais du bodybuilding, eh bien, tu faisais de la gonflette et ça ne pouvait pas être efficace. Comme tu l'as bien si bien dit tout à l'heure. Alors, peut-être que les bodybuilders ont une part de responsabilité. C'est possible, et ça, il n'y a aucun problème. Mais ne me dis pas que l'universitaire, lui, quand même, à un moment donné, il faut qu'il se pose également des questions. Quand tu as le corps d'un vélo, et ça,
que tu as le corps d'un vélo, et que tu vois des mecs quand même relativement développés musculairement, il faut quand même que tu t'interroges sur leur méthode d'entraînement. Quand tu vois des mecs prendre des shakers et que toi, tu es là, que tu bois ta Mentalo et que tu es chercheur en performance sportive, il va falloir peut-être à un moment donné que tu t'interroges sur ta pratique et sur ton corps. Tu comprends ce que tu dis? Parce que c'est pas parce que les mecs, ils n'utilisent pas le même langage scientifique que toi, tu peux utiliser avec tes confrères. Ça ne veut pas dire qu'ils sont incompétents et qu'ils n'ont pas de la réflexion sur leur pratique. Parce que toi, quand tu fais ton biceps curl, eux, ils te considèrent également comme un incompétent de la façon dont tu vas l'exécuter. Parce que tu te tords à moitié, tu sollicites les deltoïdes et le brachioradial et à aucun moment tu vas solliciter ton biceps. Parce que tu n'as même pas compris le mouvement, à quoi il consistait. Et moi, cette fracture, certes, les bodybuilders ont peut-être une part de la responsabilité, mais les universitaires l'ont également, et pas moins qu'eux en tout cas. C'est mon point de vue, mais cette fracture, elle y est. Tu sais, Clément, je suis entièrement d'accord avec toi. De toute façon, de loin et près, ceux qui font du bodybuilding, ceux qui sont dedans, ils comprennent les choses que toi, tu viens de citer, puisque voilà, tu fais de la préparation physique. Sûrement aujourd'hui, le regard que tu as sur le bodybuilding a changé depuis que toi-même, tu es devenu un pratiquant de bodybuilding et un mec qui prépare la compétition. Et donc, mais quand tu n'es pas un pratiquant de bodybuilding, de loin ou près, tu diabolises cette pratique. Et ça date pas d'hier, tu comprends? C'est pour ça qu'on dit qu'on se comprend entre passionnés, ça veut tout dire. C'est que deux bodybuilders, ils peuvent discuter ensemble, ils se comprennent. Mais voilà, moi, ce genre de discussion, j'ai aussi. Tu sais, moi, je connais des très bons préparateurs physiques. Quand je discute avec eux, je me rends compte que, voilà, pour eux, le bodybuilding, c'est de la gonflette. De toute façon, on comprend rien à la préparation physique, etc. Si on arrive à avoir des résultats, c'est uniquement parce que il y a des produits anabolisants et que les produits anabolisants, quand tu prends, peu importe ta diète, peu importe ta façon d'entraîner, peu importe les méthodes d'entraînement, de toute façon, c'est magique et puis voilà, tu vas atteindre tes objectifs. Donc, aux yeux de beaucoup de gens, c'est comme ça. Donc, moi, personnellement, c'est très rare que je rentre dans ce genre de discussion parce que, tu sais, Clément, il y a une chose que j'ai appris dans ma vie, c'est de ne jamais rentrer en discussion ni débat avec des gens qui sont intolérants. Tu sais, quand tu rentres en discussion avec un mec que déjà il est sur la défensive, qu'il essaye de t'attaquer, etc., etc., c'est pas pour moi. Parce que je sais que je sortirai pas grandi de cette discussion. Et ça sert à rien que je consacre mon temps ni mon énergie. Tu vois. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Après, c'est aussi encore une fois, c'est que les bodybuilders de milieu ne font rien non plus pour arranger les choses. Je ne sais pas si tu as été dans mon live la dernière fois, je disais que aujourd'hui, c'est rare où tu as des bodybuilders qui te parlent de l'anatomie, de la biochimie, de la biomécanique, de la diète, etc., etc. Pourquoi? Parce que la plupart des bodybuilders sont des mecs qui ont fait des compétitions et maintenant ils sont devenus coachs sportifs. Préparateurs, je veux dire. Ce n'est pas des coachs à la base. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est des pratiquants qui préparent. Des pratiquants qui préparent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es coach sportif, tu n'es pas un préparateur physique. Il faut faire la différence. Quand tu es coach sportif à la salle, tu ne peux pas préparer un mec pour faire du bodybuilding, de la compétition. Quand tu es préparateur physique en bodybuilding, tu peux être un coach sportif, comme tu ne peux pas être un coach sportif. Et malheureusement, la plupart du temps, aujourd'hui, la plupart des préparateurs en bodybuilding, si tu leur retires les produits, ils sont pas capables de faire autre grande chose. Tu comprends ou pas? En méthode d'entraînement, alimentation, ils connaissent pas grand chose. Et ça, c'est une vérité.
C'est une vérité. Tu comprends? Et c'est pour ça aussi que quand tu regardes les préparateurs mondiaux qui sont bons dans ce qu'ils font, ils sont extrêmement calés dans l'entraînement et surtout l'alimentation. Parce que tu sais, quand tu sollicites les préparateurs, ils ne t'envoient pas de programme d'entraînement. Ils t'envoient uniquement la nutrition. Tu vois? Par exemple, quand tu sollicites George Farah, ou Neil, ou Chris Aceto, ou Rambod, eux, ils ne t'envoient pas de programme d'entraînement. Ils t'envoient la nutrition. Et en parallèle, ce qui va avec. Mais c'est des gars qui sont calés. Mais aujourd'hui, bah, beaucoup de préparateurs, bah, tu leur retires ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'armes, plus d'outils. Exactement. Et donc, je vais répondre juste à un truc qui revient et que j'ai vu pas mal de fois passer dans les commentaires. On a aussi, tu sais, une problématique avec une croyance en disant oui, mais si tu fais de la musculation, tu vas perdre en vitesse. Alors ça aussi, ou en explosivité. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je vais vous expliquer d'où vient l'explosivité. Je ne vais pas parler de la véritable explosivité parce que ce n'est pas de ça que vous me parlez. Je pense que vous me parlez de la puissance orientée vitesse. Donc garder sa vitesse d'exécution dans ses mouvements de sport de combat. C'est ça que je pense que vous me posez comme question. Il y a deux choses qui vont avoir une incidence sur la vitesse. Qui va vous permettre de développer de la puissance orientée vitesse. Une qui s'appelle la RFD, donc grosso modo, la capacité à recruter des éléments contractiles. Donc, votre vitesse, en fait, dans laquelle votre système neuromusculaire va recruter un muscle pour produire un mouvement, donc donner un coup de poing, en l'occurrence. Et la deuxième chose qui va avoir une incidence, c'est le structurel, donc les fibres musculaires. Vous pouvez jouer que sur ces deux leviers pour gagner en puissance orientée vitesse. Donc en explosivité, si vous préférez, comme vous l'entendez dans les sports de combat. Solliciter le système neuromusculaire et développer les éléments contractiles, donc les fibres musculaires. Donc si vous développez les fibres contractiles, donc si vous faites de l'hypertrophie, donc si vous faites du bodybuilding, vous développez ces fibres, vous créez plus de fibres. Parce qu'il faut savoir que la vitesse est toujours en corrélation avec la force, en général, mis à part en powerlifting. C'est pour ça qu'on dit que les haltérophiles sont les hommes les plus explosifs au monde et pas les sprinteurs. Parce qu'il y a une part de vérité. Donc en fait, si vous sollicitez votre système neuromusculaire et qu'en plus de ça, vous augmentez votre potentiel contractile parce que vous construisez des fibres musculaires, au contraire, vous allez gagner en vitesse. Je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai fait exprès de mettre où j'en parle, où je boxe à 80 kg sur un sac. Et après, il y a une autre vidéo où je boxe à 94 kg. Eh bien, je vais plus vite à 94, ou du moins, je ne vais pas moins vite en tout cas. On l'a mesuré avec des accéléromètres sur lesquels on a un accroche au poignet et on a une plateforme de force qui nous permet de mesurer ceci. Et avec 14 kg de plus, et en faisant des entraînements principalement de bodybuilding, mais avec une certaine réflexion. On n'a pas fait ça comme des débiles. Je n'ai pas fait de la musculation comme un pratiquant lambda. Tu comprends ça, ce que je veux te dire? On a fait une musculation intelligente avec une réflexion et une vraie méthode de travail avec quand même un objectif de transfert derrière. Eh bien, vous allez observer qu'en aucun cas j'ai perdu en vitesse et bien au contraire que j'ai gagné. Alors ça se voit très peu, mais par contre vous verrez que j'ai pas du tout perdu en vitesse et en explosivité et en réactivité et en intention, parce que la véritable explosivité, c'est l'intention de produire, un mouvement. C'est ça la véritable explosivité. Qu'on confond aussi avec la réactivité. Donc, ne croyez pas qu'en prenant de la masse musculaire, vous allez perdre en efficacité et en explosivité. Et surtout, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, si vous prenez du poids, vous allez changer de catégorie de poids. Et c'est vrai qu'au début, on n'a pas une accoutumance avec sa nouvelle catégorie et que sur ses déplacements, sur sa façon de combattre, sa façon de lutter, sa façon d'évoluer dans l'espace, effectivement, que ça va nous consommer beaucoup plus d'énergie, ce qui est logique. Toi, quand tu as commencé, tu combattais à quel poids? Alors, moi, j'ai toujours été lourd. C'est-à-dire qu'à l'âge de 17 ans, je pesais 85 kilos déjà. Après, j'ai fait des grosses pertes de poids parce que je suis petit de taille. Je fais 1m72. Okay. Je suis un endomorphe, moi, tu sais. Donc, je suis tombé, j'ai combattu à 70 kilos. Donc, j'avais perdu 15 kilos. Mais j'ai toujours eu une ossature, j'ai toujours été costaud, tu vois. Je te dis, à 17 ans, je faisais 85 kilos. Après, je suis remonté, j'ai combattu à 80. Je suis redescendu, je fais 77. Je suis remonté à 84. Et là, je devais combattre à 90. Parce que maintenant, je veux plus. Pour les combats, du moins, je vais essayer de. Comme je combats plus en MMA. Donc, parce que si je devrais combattre en MMA, je devrais. Si je suis raisonnable, je devrais combattre à 70 kilos. Alors que là, j'en fais 88. Mais comme je sais que j'y laisserai trop de plumes,
et de masse musculaire, bien entendu. Hein. Mais si je dois recombattre un jour à MMA, j'envisagerais de le faire à 77, voire 84. Et justement, quelle était la différence pour toi quand tu combattais à 70 et à 80, voire 84? Alors, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a un fléau dans le MMA qui s'appelle le cutting. En fait, les gens font des rebonds astronomiques. Ça, c'est issu de la lutte, tu vois. C'était les lutteurs qui faisaient ça. Et en fait, on a cet héritage. Les boxeurs, c'était pas trop ancré dans le monde de la boxe. Donc, en fait, tu te retrouvais avec un mec, quand je te dis je combats 70 kilos, ça veut dire que le lendemain, je vais être à 78 dans la cage. Tu vois, on fait des rebonds glucidiques énormes. Énormes, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que alors, il y en a qui le font pas, mais quand tu veux performer, que tu mets toutes tes chances de ton côté, tu fais des rebonds assez élevés. Et tu t'habitues. Pourquoi? Parce que tous tes adversaires, comme tout le monde le fait, et tout le monde fait cette pratique, et bien en fait, tu t'aperçois qu'en fait, tout le monde arrive à 78 kilos. Donc, c'est un fléau pour nous, parce que personne ne combat dans sa catégorie naturelle. Et un type qui combattrait, par exemple, à 84 kilos, eh bien, hors compète, il fait 100 kilos. Hors saison, il fait ça. Le mec, toute sa saison, il est à 100 kilos à peu près. Et il combat 84 kilos. Tu vois, un mec comme Romero, le cubain, il fait 99 kilos, par exemple. Hors combat, tu vois. Et il combat 84 kilos. Les 77 kilos, ils font 90. Tu vois, à peu près. Ils font tous 13 kilos de plus que leur catégorie. Et ça, c'est un fléau dans nos disciplines. Et en lutte, c'est pareil. Et en judo, c'est pareil. Un peu moins parce que je crois qu'ils doivent se reposer maintenant en judo, le jour J. Donc, ils n'ont pas le droit de reprendre plus de 5 kilos, il me semble. Mais oui, et alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des coups quand même, tu vois. Et les coups portés par un individu de 85 kilos sont totalement différents des coups portés par quelqu'un de 70 kilos. Ça, c'est clair et net. C'est physique en même temps. C'est physique, et surtout, ce qui se passe, c'est que j'ai pas du tout le physique, moi. Alors, j'ai la masse de quelqu'un de 90 kilos, mais je fais qu'1 m 72. Et la longe, ça a quand même une incidence significative. Certes, il y a des petits qui arrivent, je ne dis pas le contraire, il y a des petits qui y arrivent. Mais c'est quand tu vois les mecs à 84 kilos, que ce soit Adesanya ou Romero, Romero est considéré comme petit, mais il fait quand même 1 m 79, alors qu'il est considéré comme petit, tu vois. Et après, dans la catégorie de Joe Jones, donc c'est dans la catégorie où je suis actuellement, il fait 1 m 96. Je fais 1 m 72. Donc tu comprends bien que c'est complexe, tu vois. Donc en fait, on a ce fléau, et ça, en fait, dans nos disciplines, où on cut beaucoup et on perd beaucoup de poids. Non, mais et de façon très approximative. On n'avait pas, là encore une fois, on avait tout à apprendre. Alors il y a certains maintenant, certaines personnes, moi je me suis spécialisé depuis quelques années dans le cutting, mais il y a énormément, même à l'UFC, il y a énormément de combattants qui font strictement n'importe quoi. Là, on a 50 ans de retard sur le bodybuilding de ce côté-là. Bien sûr, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Bon, il y a... Tu vois, on fait des bains, on fait du sauna également comme vous, etc. Oh, il y a moins de réflexion. Attention, c'est très important moi, je déconseille aux bodybuilders de faire du sauna quand ils ont du poids à perdre, surtout à ceux qui prennent des produits comme clenbuterol, ephedrine, etc., vers la fin pour continuer à sécher. Donc, si tu arrives et qu'il te reste encore du poids à perdre le jour de la pesée et que tu as ça dans le sang et tu vas au sauna, tu vas mourir. Donc, vous pouvez faire du sauna si vous êtes un bodybuilder et que vous voulez perdre du poids, arriver à la pesée le matin, tu vois que tu as aujourd'hui, à part quand tu es en open ou men's physique, les catégories de bodybuilding quand tu es encore amateur et les catégories de classique physique quand tu es encore en amateur, c'est rapport poids-taille. Du coup, quand tu arrives le matin et que tu es je pense que j'ai utilisé tout mon forfait internet. Si jamais l'image se ralentit, je vais mettre mon autre portable, tu me diras. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà. Aujourd'hui, comme il y a des catégories, il y a beaucoup d'athlètes qui viennent le jour de la pesée, le matin, ils sont pas au poids. Et donc, n'allez pas faire du sauna si 3-4 jours avant. La pesée, la veille également? C'est la veille comme un combat? Non, en fait, par exemple, un jour avant, quoi. Tu vois, par exemple, si la compétition, normalement, c'est les samedis, la pesée, c'est vendredi matin ou après-midi. Tu peux te recharger après derrière.
tu peux te recharger un peu derrière. Et il y a beaucoup d'athlètes qui viennent, allez, on est vendredi à la pesée, le mec, il a 3-4 kilos à perdre pour sa catégorie. Et donc, n'allez pas trouver un sauna dans le coin. Alors si 2-3 jours avant, vous aviez pris des produits comme clenbuterol, ephedrine, etc., la molécule peut encore se retrouver dans le sang et vous pouvez avoir une crise cardiaque dans le sauna. Donc, vraiment, si vous devez faire du sauna, que vous n'avez pas le choix, de toute façon, si vous arrivez le jour de la pesée et que vous allez faire le sauna, vous allez derrière tout de suite perdre comment je pourrais dire en français, tu sais, quand tu vois un corps, le corps il est en forme, comme une fleur qui est ouverte, comme on dit, tu vois, si je veux te faire une traduction. Bah, quand tu fais du sauna, tu perds de l'eau, tes muscles perdent leur côté un peu juicy, tu vois. Ouais. Donc, quand tu as accès au sauna, tu as beaucoup de chances à perdre justement cet aspect un peu, le corps qui est en forme, plein, gorgé, etc. Mais en tous les cas, faites du sauna si vous n'avez pas eu recours à ces produits-là. Et encore une fois, ce n'est pas notre discussion, mais par exemple, que ce soit dans le MMA ou le bodybuilding, essayez vraiment de vous prendre en avance sur vos préparations physiques pour ne pas avoir accès à des produits. Parce qu'il faut savoir que dans le bodybuilding, la plupart des accidents qui causent parfois la mort, quoi, c'est surtout ces produits-là, tout ce qui aide à sécher ou par exemple l'insuline pour ceux qui... Mais j'avais vu une étude, moi, il disait que c'était les deux produits les plus dangereux qui avaient provoqué le plus de morts en bodybuilding, c'était l'insuline et le clenbuterol. Exactement, exactement. C'est vraiment les deux produits qui causent, pas cocher les bodybuilders, hein. Il y a beaucoup de personne, bien sûr. il y a beaucoup de bodybuilders aujourd'hui, ils prennent pas. Tu sais, aujourd'hui, tu vois pas beaucoup de bodybuilders par rapport à leur nom qui meurt, quoi. Mais tu as beaucoup de pratiquants qui perdent la vie à cause de ça. Donc ça, c'était pour ce que tu as dit par rapport au sauna. Ensuite, tu as parlé de ceux qui pensent que le bodybuilding n'est pas compatible au sport de combat parce que tu perds en vitesse, explosivité, etc., etc. Bah, comme tu as très bien souligné, et pourquoi j'ai dit il y a un rapport avec tout ça, c'est vrai que la force égale au poids. C'est physique. C'est-à-dire, plus tu es lourd, plus tu es fort. C'est pour ça qu'il y a des catégories. Dans les compétitions de combat, un mec de 90 kilos, ils ne le mettent pas avec un mec de 70 kilos. Mais il peut y avoir parfois qu'un mec de 70 kilos soit plus fort qu'un mec de 90 kilos. Et ça dépend de 3 facteurs. C'est l'explosivité des fibres musculaires, la transmission d'un flux nerveux sanguin et l'adrénaline. Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que la musculation, quand c'est pratiqué de manière, quand tu es un préparateur qui programme tes entraînements par rapport à ta pratique, il peut t'aider avec la musculation d'augmenter tes fibres, justement, de travailler tes fibres à contraction rapide, qui sont des fibres explosivité. Et plus tu développes ces muscles-là, plus tu gagnes en explosivité, tu gagnes en force. Et aujourd'hui, peu de sports, à part la musculation, te permettent de faire un gain justement sur ces fibres à contraction rapide, c'est-à-dire de les travailler, de stimuler le corps à faire de la synthèse de protéines et à justement développer ces fibres-là. Donc, bien sûr, la musculation est hyper intéressant en combinant un sport de combat. Et toi, Essam, tu es parti aux États-Unis, tu as pu voir comment ils s'entraînaient là-bas, leur vision, leur perception, leur posture en fait. Alors, tu mets un peu le sel sur un plait parce que, écoute, nous, on avait tout organisé pour faire notre première compétition en tant que pro le 28 mars à Los Angeles.
Donc, c'était Maxime et Régis et Philippe qui allaient faire leur première compétition. Et malheureusement, les frontières ont été fermées et puis on n'a pas pu faire cette compétition. Ah oui, j'ai vu, malheureusement. Donc tout a été fait, tout était organisé. Et on n'a pas eu de chance. Et puis voilà, on ne sommes pas les seuls. Hein. Il y a eu beaucoup d'athlètes qui n'ont pas pu faire leur compétition. Et du coup, je n'ai pas, j'ai pas réussi à aller aux États-Unis. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, on n'a plus de frontières. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire aujourd'hui, la plupart des gens, des vrais passionnés qui ont des chaînes YouTube, etc., bah, tu peux les regarder, tu peux comprendre leur vision des choses. Parfois, tu es d'accord, parfois, tu n'es pas d'accord. Mais je dirais pas que ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord que forcément tu as raison ou cette personne a tort. Sauf que la musculation, en ce qui concerne la préparation ou le coaching, je pense comme le MMA, bah, il n'y a pas de science exacte. Tu sais, il y a tellement de façons pour arriver à un objectif qu'on ne peut pas dire, voilà. Après, il y a des méthodes, c'est logique, d'autres méthodes, elles sont basées sur rien. Mais en tous les cas, voilà, les méthodes sont différentes, la façon de voir les choses sont différentes, etc. Et en tous les cas, je répondrai à cette question la prochaine fois. Si jamais Oui, on pourra faire notre compétition enfin quand aux tu pourras États-Unis. faire ta compétition. Exactement. Est-ce que tu as des culturistes? Est-ce qu'il y a un culturiste, par exemple, à Olympia, qui t'inspire vraiment, une ligne, quelqu'un, un athlète que tu trouves vraiment au-dessus du lot actuellement? Bien sûr, Adi Chupan. Adi Chupan, pour moi, c'est aujourd'hui déjà, c'est le. Tu sais, Adi Chupan, c'est un athlète qui est malheureusement comme il parle pas anglais. Et c'est dommage. Et pour moi, on devrait vraiment traduire ces interviews et tout. Tu sais, Clément, quand il parle du bodybuilding, il t'emporte avec lui. Tu comprends? Il parle du bodybuilding à couper le souffle. Tellement il vit son truc. Et tu vois, quand ils étaient en exposition avec Anirban Bud et Phil Heath en Inde, et à un moment donné, il y a Phil Heath qui demande c'est sur la page de Adi Chupan, vous pouvez aller voir. Phil Heath demande à Anirban Bud, qui est iranien, de traduire pour Adi Chupan. Et il dit à Adi Chupan, tu es le seul bodybuilder au monde aujourd'hui qui me donne la motivation pour aller m'entraîner tous les matins. Le mec, il a 6 ou 7 fois Mister Olympia. Phil Heath, c'est le gift, quoi. On n'a jamais connu un bodybuilder comme Phil Heath. C'est génétique exceptionnelle. Et tu as Phil Heath qui dit à Anirban Bud de traduire pour Adi Chupan, il lui dit, tu es le seul bodybuilder aujourd'hui au monde qui me motive à me lever tous les matins pour aller m'entraîner, pour revenir à Olympia. Et si tu n'étais pas là, je ne serais pas revenu à Olympia. Et c'est vrai, il est exceptionnel. Donc, j'adore ce mec. Et tu sais, j'ai vu l'interview d'un bodybuilder iranien qui parlait de Adi Chupan. Attends, et ça, on va relancer parce que ça va couper. Ok, parfait. Vas-y, je relance de suite. À de suite, les amis.